Bravo pour votre quiz. Nous allons maintenant aborder la question de l'adolescence et sexualité pour avoir des repères pour pouvoir construire une séance d'éducation à la santé sexuelle. Alors, ce qui est important de comprendre concernant l'adolescence, c'est que l'adolescence, c'est bien évidemment une période de transition entre l'enfance et la vie adulte. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'adolescence n'était pas reconnue par la collectivité. C'est-à-dire, c'est après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement dans les cultures occidentales, que l'adolescence est devenue un phénomène de société. Dans les sociétés modernes et postmodernes, il n'y a pas de rituel de passage culturellement codifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va marquer qu'on n'est plus un enfant et qu'on est un adulte. Il y a une espèce de transition qui se fait entre ces deux statuts, mais qui n'est pas reconnue par la société. Alors que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, par exemple, il y a des actes avec souvent une prise de risque qui vont faire que toute la communauté reconnaît que cet enfant est passé du côté du monde des adultes. Ce qui est important de comprendre dans cette période de vulnérabilité de l'adolescence, c'est que on est en train de passer du contenant un peu de la phase de l'enfance jusqu'à la phase de l'adulte, mais on est un peu entre deux. Et c'est pour ça qu'on parle de période de vulnérabilité, parce que on n'est pas ni dans l'un ni dans l'autre. Françoise Dolto parlait de ça en amenant la question du complexe du homard. Le complexe du homard raconte comment le homard va à un moment donné perdre une carapace et il faut un certain temps pour qu'il y ait une nouvelle carapace qui commence à se produire. Mais quand il est entre deux carapaces, c'est une période où il est particulièrement fragile. L'adolescence, c'est un peu cette période-là. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et en même temps, c'est une période dans laquelle on va pouvoir travailler des choses extrêmement intéressantes avec les adolescents. C'est une période de modification pubertaire. À l'adolescence, tout commence par le corps. C'est la fille, il y a un développement des seins, de l'appareil génital, la pilosité, une prise de poids, les premières règles autour de 12 ans. Chez le garçon, première pollution nocturne, la mue de la voix, la pilosité et une croissance osseuse. Chez les deux, il y a un remodelage du corps et qui peut amener des transformations qui sont quand même difficiles à accepter. Et ce qui est important de retenir, c'est que il y a un décalage pubertaire entre les filles et les garçons. Les filles, ça se fait un petit peu plus tôt que les garçons. Ce qui se passe à cette période aussi, c'est qu'il y a une évolution des relations et des rencontres amoureuses. C'est-à-dire qu'il y a un remaniement de la personnalité affective. On commence à faire le deuil de l'image des parents, c'est-à-dire que c'est une période dans laquelle on commence à prendre une distance vis-à-vis des parents. En gros, on les supporte de moins en moins et on commence à s'intéresser aux petits camarades, aux autres filles, aux autres garçons. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir lier et tisser des relations de plus en plus étroites avec d'autres personnes en dehors de la sphère familiale. C'est quand même le temps des grandes passions et des grandes désillusions. C'est le temps où il y a les grands groupes de camarades, où il y a la meilleure amie ou le meilleur copain. C'est une période où il y a une hémorragie de sentiments et c'est aussi la période dans laquelle il y a les premiers flirts, les premières relations amoureuses et les premières relations sexuelles. À l'adolescence, c'est aussi une période dans laquelle on commence à se questionner sur l'identité et l'orientation sexuelle. Les adolescents peuvent se sentir un peu perdus, confus, vulnérables à cette période-là. Et ce qui va être essentiel, c'est d'accepter son orientation amoureuse et sexuelle parce que l'orientation, c'est quelque chose qui ne va pas être modifié, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Ce qu'on sait, c'est que chez les adolescents, lesbiens, gays, bi, trans, la discrimination et le sentiment d'exclusion va favoriser souvent une consommation de drogue ou des états dépressifs. Ce qui est très important de savoir, c'est que le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les jeunes gays que chez les hétérosexuels. Cette information est essentielle parce que quand on fait de l'éducation à la santé sexuelle, il va falloir qu'on s'intéresse à ce sujet-là parce que c'est un risque extrêmement important du public adolescent et une source de mal-être. Nous allons maintenant aborder quelques chiffres pour avoir des repères sur ce qui se passe à l'entrée de la sexualité.
Ce qui est important de savoir, c'est par exemple dans des pratiques comme la masturbation, qu'à 15 ans, il y a 90% des garçons qui déclarent s'être masturbés, alors qu'il n'y a que 35% des filles. À 18 ans, on retrouve toujours 90% des garçons qui se masturbent et on voit qu'il y a 42% des filles qui se masturbent. C'est-à-dire que les filles vont arriver à la masturbation un petit peu plus tard que les garçons. On peut se poser plein de questions sur est-ce qu'on autorise de la même façon aux filles et aux garçons un contact sur leur propre sexe. Concernant les premiers baisers, les premières caresses, ce qu'il faut savoir, c'est que la médiane du premier baiser est autour de 14 ans. Et les premières caresses, c'est autour de 15 ans et demi. C'est-à-dire qu'entre le premier baiser et les premières caresses intimes, il y a 1 an et demi qui va se faire. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui va amener petit à petit à les relations sexuelles. Les premières pénétrations sont autour de 17 ans et demi, autant chez les filles que chez les garçons. Ce chiffre-là de 17 ans et demi pour le premier coït, c'est un chiffre qui ne bouge pas depuis 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'entrée dans la sexualité se fait de façon très progressive. 14 ans, premier baiser, 15 ans et demi, première caresse, 17 ans et demi, premier coït. Les adolescents vont petit à petit, et ça c'est très important que les adultes le comprennent, parce qu'il y a beaucoup d'adultes que quand ils voient leur fille qui commence à embrasser un garçon à 14 ans, tout d'un coup ils l'emmènent chez la gynéco, ils commencent à parler de préservatifs, etc. Alors que des fois les adolescents ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il faut respecter qu'il y a quand même un temps qui s'écoule pour les jeunes dans l'entrée dans la sexualité. Qu'on s'interroge aux sentiments qui poussent au premier rapport sexuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filles déclarent que c'est à 60%, c'est l'amour qui a été la motivation du premier rapport sexuel. Chez les garçons, on voit que c'est plus l'attirance, le désir physique qui va amener à pousser pour 46% à avoir leur premier rapport sexuel. Il y a aussi la curiosité et il y a le faire comme les copains, qui à cet âge-là va être quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4% des filles, plus de 4% des filles qui disent que leur premier rapport sexuel, ça a été un rapport sexuel forcé. On va parler un petit peu plus tard des violences. Les pratiques lors du premier rapport sexuel, ce qu'ils considèrent comme un rapport sexuel, va être la pénétration vaginale dans 75% des cas chez les garçons, 72% chez les filles. Et qu'il y a un certain nombre de jeunes qui déclarent que lors du premier rapport sexuel, il n'y a pas eu de pénétration. Il y a eu d'autres pratiques, d'autres caresses, mais autour de 20% des jeunes déclarent que lors premier rapport sexuel, il n'y avait pas une pénétration vaginale ou une pénétration anale. Concernant les attirances sexuelles, on voit que les attirances seulement pour l'autre sexe sont autour de 93% des jeunes. Et que des attirances uniquement pour le même sexe, à ces âges-là, on voit un pourcentage qui n'est pas très important, qui est autour de 1% pour les garçons, 0,5 pour les filles. Mais si on interroge les attirances autour du même sexe et autour du sexe opposé, là on voit qu'on a des pourcentages un petit peu plus importants. Concernant la pornographie, c'est un sujet qui interroge beaucoup les adultes pour voir quelles sont les implications qu'ils vont avoir chez les jeunes. On sait que les adolescents, entre 15 et 17 ans, il y a 50% des jeunes qui ont visité un site pornographique, c'est-à-dire 1 sur 2. On voit que ce chiffre est en constante augmentation, c'est-à-dire que en 2014, il y avait 30% des jeunes qui avaient visité un site pornographique et là, on est passé à 51 en très peu de temps. Chez les filles, pareil, 18% en 2014, 37% aujourd'hui. On sait qu'il y a des différences chez les jeunes habitants des zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire dans des zones d'éducation prioritaire, on voit qu'il y a 25% des jeunes qui visionnent une vidéo pornographique au moins une fois par semaine, contre 10 ailleurs. Il y a 73% d'entre eux qui déclarent que le porno a participé à leur éducation à la sexualité. Alors, avoir un discours dans lequel on va faire réfléchir les jeunes sur quels sont les messages qui sont transmis dans la pornographie,
encore une fois, va être un des aspects extrêmement importants de l'éducation à la santé sexuelle parce qu'on voit que l'accès à la pornographie est de plus en plus important chez les jeunes. Une autre thématique, c'est celle de la contraception et de l'avortement. Il faut savoir que le baromètre santé jeune de 2016 parle comment le schéma contraceptif n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a cette idée du préservatif dans un premier lieu pour arriver à la pilule et plus tard qui peut amener à, par exemple, l'utilisation du dispositif intra-utérin. Il y a une tendance à délaisser les hormones et à se tourner vers des dispositifs non hormonaux. Et il y a aussi une tendance à revenir aux préservatifs pour des raisons financières, surtout chez les jeunes majeurs. Le taux d'IVG qui tourne autour de 220 000 IVG par an, c'est un chiffre stable depuis des années et qui n'évolue pas malgré l'éducation à la sexualité, l'éducation à la santé sexuelle. C'est un chiffre qui reste autour de 200 000 IVG par an en France. Nous allons maintenant aborder la question des violences sexuelles en 2017. C'est un enjeu fondamental quand on fait de l'éducation à la santé sexuelle parce que nous avons des chiffres qui sont alarmants sur les violences. Concernant le viol, il y a environ 62 000 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Et il y a 2 700 hommes entre 20 et 69 ans. Là, on parle de chiffres qui concernent les plaintes et les mains courantes, en sachant que les chiffres sont beaucoup plus importants de ce qui se passe réellement, mais les victimes ne portent pas toujours plainte parce que c'est une démarche qui est extrêmement compliquée. On parle de viol, mais c'est important de savoir ce qui se passe. Il y a plein d'autres violences sexuelles. Il y a plus de 500 000 femmes qui déclarent d'autres violences sexuelles. Alors, cet enjeu est quand même fondamental parce qu'on a des chiffres qui n'évoluent pas. C'est un vrai enjeu de santé publique de pouvoir travailler sur la prévention des violences sexuelles. La prévention des violences sexuelles commence surtout pour la prévention des violences subies, c'est-à-dire que la plupart des violences ont lieu avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire les enfants, les adolescents sont les premières victimes des violences sexuelles. C'est pour cela que travailler avec les adultes, mais travailler avec les enfants sur ces questions-là est essentiel. On sait que la plupart des violences sexuelles ont lieu avec des personnes de l'entourage, c'est-à-dire les auteurs de violences sexuelles, c'est des personnes de l'entourage de la victime. C'est-à-dire c'est dans la sphère familiale, c'est des personnes qui entourent les jeunes. Alors, travailler sur la violence sexuelle est quand même un des points extrêmement importants. Du coup, je vous laisse passer au quiz.